Alors, la grande crise des années 30, on va balayer. En fait, cette période dite la Grande Dépression, à tout point de vue, c'était dépression économique et aussi dépression dans le sens psychologique du terme, ça a été sans doute la période la plus innovante de l'Amérique. Donc on arrive déjà là sur quelque chose qui est assez impressionnant. Beaucoup de produits que vous connaissez aujourd'hui vont naître au cœur de la crise des années 30. Alors on va aller se balader dans les années 30. Vous voyez, quand est-ce que la dépression va finir ? Enfin, ça a été quelque chose qui a déstabilisé l'Amérique, qui avait un modèle auquel elle croyait, dynamique et tout, donc une dépression longue. Ici, vous avez l'arrivée de Roosevelt. Alors, je ne parlerai pas de ça parce que c'est autre chose, c'est sur la politique économique. Roosevelt, le New Deal, il est un peu survendu. Aujourd'hui, quand vous analysez en détail le New Deal, en disant il nous faudra un New Deal aujourd'hui à la Roosevelt, ça commence par une baisse obligatoire de 15% du salaire de tous les fonctionnaires, quand même, pour info. Vous êtes sûr que vous allez vers ça ? Je ne suis pas sûr, mais c'est la première décision que prend Roosevelt, quand même. Et puis, il y a pas mal de... Ça surgeait l'esprit New Deal, plus que maintenant, on a des évaluations assez critiques de la période dite New Deal. Enfin, elle a redonné espoir. Vous voyez, on disait c'est une bataille qu'on doit gagner. Yes, we can, on pourrait dire. Les causes fondamentales de notre détresse, on doit trouver des remèdes. Chaque jour, on a de plus en plus de misère et de désespoir. Bon, donc, il a redonné de l'espoir. Je vous dis, dans les périodes de crise, il y a une désespérance. Et donc, pour repasser à une vision positive, il va falloir délivrer des choses, des produits et des services qui permettent de dire on repart en création. Alors, dans toutes ces périodes de crise, on va avoir immédiatement des aspects low cost. Alors, je vous montre des publicités low cost. Il coûte 12 fois moins d'utiliser un jus de fruits en boîte, c'est assez classique, plutôt que de faire des jus de fruits avec des fruits frais qui vont coûter beaucoup plus cher, de s'habiller pour 3,98 $, etc. Donc, vous allez avoir le phénomène immédiat, c'est naturel, puisque le revenu est moindre, de faire des produits pas chers. Le produit pas cher en tant que tel, ce n'est pas spécialement un produit de sortie de crise. C'est un produit d'adaptation à la crise. C'est-à-dire qu'on va dire, on va rogner un peu sur tout, on va prendre un tissu tout simple, un petit imprimé qu'on va découper, etc. Et donc on fait les produits parce que les gens ont peu de moyens, on pourrait dire c'est du bas de gamme. Effectivement, il y a des produits dits qu'on peut considérer comme bas de gamme, basiques ou pas bas de gamme, mais on va dire on a été à l'essentiel. Du riz, des nouilles, des choses comme ça, pas cher. Et ça, on a eu beaucoup. Là, ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, jus de fruits, le docteur machin qui dit, oui, ça garde les vitamines, avec ça, ça permet de le stocker. Les producteurs d'oranges de Californie n'arrivent pas à vendre leurs oranges. On les met en boîte, ça vous permet d'avoir des vitamines pour les gosses dans la banlieue de New York, même si vous n'avez pas d'argent. Donc là, le système s'adapte. Et on est impressionné de la rapidité avec laquelle le système s'adapte, en fait. Et là, vous allez voir, bon, vous voyez, les pommes vendues, ça, c'est des photos des années 30, en pleine dépression, à New York, avec des pommes à 5 cents, amenées. Alors là, c'est une dérive qu'on a souvent, on va dire, les gens n'ont pas les moyens, ils vont vous vendre un journal qui n'est pas tout à fait un journal, ils vont vous vendre des fruits, c'est vendu au nom des personnes en difficulté. Ici, vous avez quelque chose qui est plus intéressant, parce qu'on va retrouver le maillage avec nos amis qui font des soupes intelligentes. Ici, vous voyez, c'est un mouvement qui a eu beaucoup d'importance aux États-Unis. C'est les personnes qui sont au chômage et qui ont peu de revenus ou très peu de revenus, ils se regroupent en famille et ils font des repas en commun, ce qui permet de faire la cuisine qu'une fois, d'acheter moins cher. Vous avez les enfants qui mangent sur le côté et les parents ensemble, un petit peu comme les restos du cœur, mais une logique assez différente. Ça crée beaucoup de solidarité en fait, puisqu'on va avoir une relance de l'économie dite solidaire, économie du partage. Il y a énormément d'économie du partage et d'échanges pendant la grande crise des années 30. Et vous voyez, là, c'est des jeunes couples. Comme toujours, les jeunes ont plus de mal de rentrer dans le marché du travail à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas de boulot, comme on a aujourd'hui quand même 28% de jeunes qui n'ont pas de boulot. Et les enfants qui discutent ensemble, on achète ensemble, on fait la cuisine ensemble pour réduire les coûts et on joue sur la solidarité, voir si les gens, ça servait aussi d'échange, s'ils ont trouvé des filières pour du travail, pour des choses de cette nature. Et puis on va voir alors la gamme, le moment du homemade. Alors homemade, il revient à chaque fois qu'il y a une crise. Ici, vous voyez, la première machine à faire ses glaces, à faire les pâtes, à faire tout ça pour les trucs. Ça, c'est les produits homemade. En ce moment, c'est un mouvement énorme. Je parlais de Seb, je pense qu'il nous en parlera, du produit do it yourself. Faites votre pain, faites vos gaufres, vos sauces. Et là, lancement d'une machine qui fait vos propres produits de beauté. Parce qu'on va se dire, moi, plutôt que d'acheter la façon, je le ferai chez moi. Mouvement aussi bricolage, le kit
Le kit a explosé, le vrai marché du kit a explosé pendant la crise des années 30. Alors voilà, ça c'est le produit le moins cher possible, voilà, c'est de la farine de maïs, $1,07 la demi-livre américaine. Bon, on est dans le prix, le low cost immédiat, c'est Lidl, c'est le produit du marque distributeur, produit de base, classique, qui permet d'abord de sauvegarder les choses essentielles, qui sont l'alimentation, logique resto du cœur, et puis on verra le logement et autres points. Et puis on va avoir des produits, vous avez vu, la machine à laver et le réfrigérateur qui, eux, vont porter la sortie de crise. On va en produire comme pas possible. Ici, je vous montre une publicité de General Electric en pleine crise des années 30. Qu'est-ce qu'un bon réfrigérateur doit faire? Et là, je zoome sur la pub, vous voyez, il est inhabituellement silencieux, d'accord, économique, aucune attention nécessaire, extrême simplicité. Et il rappelle quand même qu'il a fallu 15 années de travail d'ingénieur expert pour le développer, parce que les produits en fait, qui vont permettre de sortir, ils sont extrêmement élaborés. Parce qu'il faut le faire simple, efficace, fiable, pas cher, produit en grande quantité. C'est un gros boulot de conception. Ce n'est pas des produits en disant oh oui, mon bidouille. Non, non, pas du tout. Parce que pour arriver à des prix comme ça, il dit voilà, c'est vraiment le réfrigérateur moderne, avec tous ces avantages-là. Et General Electric va prendre le lead et sur les réfrigérateurs et sur les machines à laver, en disant c'est des produits basiques, ça économise le temps de la famille. Enfin, on est vraiment dans un produit, si vous voulez, porteur par rapport à ceux qui n'en ont pas du tout, qui ne peuvent pas garder leurs aliments et qui ne peuvent pas donc comment dirais-je, tout dire passer du temps à la voir qui disparaissent, etc., ou aller dans des endroits pour laver. Donc on va avoir des produits, et les entreprises qui vont faire la différence, c'est celle qui va faire la meilleure synthèse, la plus smart, la plus compacte, la plus élémentaire, en éliminant tout ce qui n'est pas nécessaire, mais en travaillant énormément la fiabilité. À partir de là, ils vont avoir en fait un corps à partir duquel ils vont pouvoir rebâtir une gamme en disant mais vous pouvez avoir des avantages. Un des points qu'on va voir, qui est récurrent, c'est qu'en fait on va partir de quelque chose de générique produit en quantité industrielle par rapport auquel on va pouvoir créer de la valeur. On va construire de la valeur sur cela en disant vous avez une version automatique, vous avez une version plus grande, vous avez une version plus froide, une version plus si, et on va recréer la valeur comme ça. Et on va le montrer par d'autres. Alors, vous voyez, c'est au moment où c'est typique des publicités du temps de Roosevelt. Voilà, on a le plus fort standard de vie dans le monde. Alors, généralement, vous avez des photos avec une queue de chômeur qui attend devant. Il n'y a pas d'autre voie que l'American Way. Donc, pays qui essaie de rebondir en relançant son modèle basé sur la famille. Alors, Westinghouse aussi, une entreprise qui va exploser exploser dans le sens positif, qui va exploser son activité pendant la Grande Dépression, en disant « mais nous, on vous met à service les produits les plus simples, les plus efficaces, les plus basiques dont vous avez besoin. » Et ils vous les mettent en dessous. Vous voyez, vous avez les produits qui sont là, un gaufrier pour faire vos desserts vous-même, des lampes à faible consommation, un fer à repasser, une bouilloire pour les lits des enfants s'il n'y a pas le chauffage, un moteur électrique polyvalent, enfin, etc. Un percolateur, une prise qui vous permet de diminuer la consommation parce qu'elle a une minuterie, enfin, voilà, produits pur de dire c'est fabriqué en très grande quantité qui vous dit là vous allez voir on a strictement les mêmes produits promus actuellement par des sites qui vous disent voilà réagissez à la crise avec une vingtaine de produits qui vont vous faire des économies. On y reviendra tout à l'heure. Vous verrez là, c'est frappant qu'on a pratiquement les mêmes produits. Et puis alors je vous montre tout un tas de produits nés dans ce contexte-là. Radio, je passe, vous avez vu les premières radios, en bois, etc. Les premières télés vont commencer à décoller là. Les Converse, hyper tendance actuellement, ça naît en pleine crise de 29. C'est une chaussure de base, solide, qui permet d'aller un peu partout avec des caoutchoucs et toiles basiques. Maintenant, alors après, c'est augmenté de prix, mais là, c'était la base. Monopoly, c'est assez intéressant de voir les jeux. Le Tampax, c'est une révolution de la crise de 29 en disant, voilà, simplicité, efficacité, moderne, etc. Ça vous permet de réduire aussi les coûts de ne pas embêter. Le Coca-Cola, qui va être là pour lutter contre pour le problème qu'ont les enfants un petit peu anémiques, parce qu'il y a du sucre et du coca, et ça leur donne assez, c'est créé par un pharmacien. La Rayonne, qui est typiquement, là aussi, un produit du fil très peu cher par rapport à la laine, soie, etc. Le Scrabble, parce que
les gens ont du temps libre pour passer ça. Les cookies, qui sont typiquement le produit homemade, qui se développe à ce moment-là. Et puis il y a des choses qui se voient moins, mais en fait, la crise, à 3 ans après le début, vers 1932, fin 30, 31, 32, on va avoir en fait une révolution dans l'industrie. Pourquoi ? En fait, l'industrie fonctionnait, États-Unis, si vous voulez, guerre de 14, ils n'ont pas été trop impliqués comme l'a été la France et l'Allemagne. Ils avaient une industrie qui était encore assez simple. Il va naître les grands de la machines-outils américaine. Pourquoi ? Pour augmenter l'efficacité, produire des voitures 3 fois moins chères qu'avant, et pratiquement tous les produits. Et donc, les grandes machines-outils modernes naissent pendant la crise de 29. Elles vont donner d'ailleurs un atout déterminant aux États-Unis, parce qu'elles vont servir pour la production de guerre après. Elle permettra de produire en quantité industrielle face à l'Allemagne nazie qui misait plus sur l'innovation de produits, une arme révolutionnaire. Ça, c'est pas tellement l'arme qui doit être révolutionnaire, c'est de pouvoir la produire en quantité industrielle beaucoup plus rapidement que l'autre et plutôt simple parce qu'elle doit être utilisée par des gens qui ne sont pas formés. Et les militaires disent on ne gagne jamais une guerre avec l'avion qu'on vient de sortir, on gagne avec la génération d'avant qu'on produit en 20 000 exemplaires et les autres, on n'aura pas le temps, si vous voulez. Ça viendra pour le coup d'après. Le B-52 ne permet pas de gagner la guerre en 52, si vous voulez. C'est-à-dire c'est plutôt le B-29. Et donc là, on va avoir une révolution discrète, parce que les gens ne la voient pas, mais une entreprise comme Iverson, qui va devenir un des leaders mondiaux de la machine-outil, si vous voulez, n'est-ce là parce on ne peut repartir qu'en améliorant considérablement la production. Et on verra, toutes les grandes vagues, toutes les périodes de crise sont des vagues d'amélioration fondamentale de l'outil de production. On va produire de façon... Et on l'illustrera avec l'arrivée de voitures révolutionnaires en Europe, là, avec la crise, avec la révolution dans la production. Donc, grande révolution dans les machines-outils. L'objectif étant de casser le coût des produits et de les produire réellement un peu ce qu'avait fait Ford, avec la Ford T, qui est une référence pour tout le monde. Lui, c'est plus tôt, puisqu'elle commence vraiment à monter en production vers 1909, et elle va monter à être produite jusqu'à 2 millions par an. Et donc, le phénomène Ford T, pour tout, pour les machines à laver, pour les réfrigérateurs, pour les lampes, etc. Et puis toujours, dans ces moments-là, il y a des projets de trucs bas de gamme, pas chers. Vous voyez, le projet d'une petite voiture, vous avez vu la voiture, croire une voiture de gamin, à $695. Généralement, ça ne marche pas, ces trucs-là. C'est trop bidouillé, ça. C'est pas tellement ce qui va marcher. C'est trop... Mais on a toujours des gens qui vont vous proposer, c'est une boîte qui n'a pas la capacité industrielle, donc c'est du prototype. On voit ça beaucoup en période de crise. On dit, oui, mais moi, j'ai créé un truc, il faudrait trouver un industriel qui sache produire. Mais attends, c'est un autre problème de produire en quantité industrielle. C'est plutôt ça qui a fonctionné. Vous voyez, il n'y a qu'une personne, elle n'est pas large, la voiture. Elle ressemble un peu à la Twizy de Renault actuellement. Et vous ouvrez derrière, c'est pour 2 personnes. Vous voyez, en ligne. C'est quand même une belle voiture. Et puis, en fait, c'est ça la voiture de sortie de crise, si vous regardez. Alors, vous voyez la portière, ces voitures avec les pans en bois, vous en retrouvez encore un peu aux États-Unis. Les Américains aiment bien ce look-là, où vous avez de chaque côté du bois, parce que le bois coûtait moins cher que l'acier qui coûtait cher et qu'on n'avait pas. Et vous voyez, là, c'est un véhicule basique. Vous voyez les portes avant et arrière. C'est du contreplaqué avec des logerons, une structure de base pour produire un véhicule qui va permettre à l'Amérique de redémarrer, notamment dans les campagnes. En France, on aura un peu ça. Il y a une voiture anti-crise qui a été lancée par Peugeot. Vous voyez, le kilomètre le moins cher avec une 201. Elle va être produite en fait entre 1929, crise de 29, jusqu'à 1937. Toute la période de crise. 143 000, ce n'est pas les volumes américains, mais ça permet à Peugeot de passer la crise alors que vous avez une trentaine de boîtes qui se cassent la figure dans ce moment-là, qui disparaissent corps et bien, y compris de Dion, qui ne survivra pas. Alors vous voyez, en plus en jouant, vous voyez sur le côté, vous avez peut-être pas remarqué, impôt sur 6 chevaux alors qu'il y a une puissance effective de 23 chevaux. C'est là où on crée les chevaux fiscaux, vous savez, qui ne sont pas tout à fait les chevaux réels, sur lesquels on se base. Donc on dit vous ne serez pas taxés comme les gens qui ont avec véhicules de luxe, mais vous avez eu moins de 8 litres au 100, on est à 8 litres de consommation 100 km. On ne séparait pas beaucoup à cette époque-là. Aujourd'hui, ça serait assez rédhibitoire, le carburant n'est pas cela. Et donc là, vous avez une voiture conçue pour la crise, passer la crise, plus que véhicule de sortie de crise. Ce n'est pas un véhicule qui survivra à la crise. Il est plutôt adapté à un contexte de crise qui est vraiment un concept nouveau qui va porter ensuite la croissance après post-crise.
Alors dans l'aéronautique, je vous montre le Boeing anti-crise, le Boeing 247, hein, donc dont le développement est lancé dès l'arrivée de la crise. On dit mais ça va être la fin du transport aérien parce que c'est coûteux, c'est cher, c'est encore balbutiant. Donc 3 ans de développement, sorti en 1933. Donc avion simple, vous voyez, il ressemble un peu fabriqué par l'eau, un peu comme les voitures. Hein, très moderne, simple, fiable, produit en l'eau. Donc avion qui a porté le transport aérien aux États-Unis. Après, on aura le DC-3 qui viendra plus tard, qui sera aussi un avion typique de réduire les coûts du transport aérien. Il ne faut pas croire que la réduction du coût, le phénomène de low cost, ne touche que les choses pas chères pour les gens qui ont peu de moyens. Il touche tous les secteurs. C'est-à-dire, si le transport aérien veut continuer à se développer, ça suppose de casser les coûts pour qu'ils s'étendent au-delà de 2% de la population et arrivent vers 5 ou 10%. Même aujourd'hui, par exemple, ça paraît bizarre, mais les yachts de luxe, on est dans moins 20, moins 30% de coût de production. La baisse du prix touche tout. C'est-à-dire qu'un véhicule qui était à 35 000 euros, aujourd'hui on l'attend à 28. Celui qui était à 15 000, on l'attend à 12. Celui qui était à 10, on l'attend à 7. Parce que le problème de stagnation des revenus, voire baisse des revenus, touche tout le monde. Donc là, produit très intéressant lancé par Boeing pour pouvoir justement, et vous le voyez typiquement pendant la crise des années 30, qui dure pratiquement toutes les années 30, puisqu'on débouche après sur 39, la déclaration de guerre, vous voyez la baisse initiale et ça commence à remonter après avec des produits qui ont été lancés anti-crise. Hein, but de simplifier les choses. Alors si je fais un saut du côté français, ici vous avez donc période avec pleine crise des années 30, le Front populaire qui arrive là, alors crise violente, lancement des magasins populaires, typiquement donc stratégie des grands groupes contre la crise. La France avait créé les grands magasins, en continuité des expos universelles, des magasins où vous trouvez des produits venus de la terre entière. Le premier grand magasin qui existait dans le monde, c'est le Bon Marché. Premier department store connu dans le monde entier. D'ailleurs, il y avait des interprètes dans toutes les langues. Et puis on a eu Dufayel, on a eu les grands, à savoir Le Printemps, les Galeries Lafayette, qui reste le plus grand magasin en ville au monde aujourd'hui. Hein. Et donc ces grands magasins-là, avec la crise qui arrive, cette période-là, où je vous dis, de Dion-Bouton, qui est un grand fabricant d'auto, lance une populaire. Hein, tout le monde fait du populaire, c'est le Front populaire. On lance les magasins populaires, Monoprix, prix unique, Uniprix. Alors vous voyez, une des caractéristiques absolues des produits de sortie de crise, c'est le prix, le prix, le prix. Il faut absolument redonner aux personnes qui ont perdu du revenu, un revenu trop faible, la possibilité de continuer à vivre. Donc, il faut que les produits, avant toute considération, aient un prix plus bas. Or, faire un prix plus bas, c'est très coûteux en temps, en conception, en intelligence, puisqu'on doit simplifier, optimiser, repartir sur des nouvelles bases. Dans ces cas-là, ces 3 magasins sont lancés par les grands magasins, dont certains vont d'ailleurs pas fermer, mais laisser une partie de leur surface disponible pour stocker des choses, parce qu'il n'y a plus assez de clients. Vous voyez, en période de crise, le salaire des instituteurs baisse 11 fois de suite quand même à la fin des années 30, pour vous donner une idée. Hein. Alors on sélectionne en fait 3 000 à 6 000 produits de base, fondamentaux pour la vie des familles, que l'on va distribuer, acheter en bloc et distribuer avec une marge où les distributeurs s'engagent à un taux de marge fixe. Je ne l'ai plus en tête, mais je sais qu'il était très bas, il devait être dans les 5%, en disant, ben voilà, nous on a une réponse à la crise, c'est les magasins populaires. Et on couvre le pays de magasins populaires. Ça a été extrêmement efficace. Ça reste une référence. Ça a été étudié par d'autres pays, y compris le Brésil, en disant, en période de crise aussi, les gens à bas coût, ce phénomène des magasins populaires était intéressant. Aujourd'hui, Monoprix, c'est la peau du cul, hein, c'est plus un magasin populaire. C'est en plein cœur de la ville, c'est un endroit, un truc, bon... Parce qu'après, vous recréez de la valeur. Le problème n'est pas là. Au moment où c'était lancé, c'était bien un prix unique le plus bas possible. Comment est-ce que l'on repart, en fait ? Au niveau, c'est assez simple au niveau mathématique, si vous voulez. Les revenus vont baisser. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une énorme baisse du revenu. On dit oui, le pouvoir d'achat des Français. Après, il faut regarder dans le détail. Il y a des gens qui ont perdu 5, 10, 15% du pouvoir d'achat. S'ils sont au chômage, ils perdent beaucoup plus. Ils peuvent perdre 20, 30%. Et donc, les produits qu'on voit, ils apportent généralement une amélioration du rapport coût-efficacité de l'ordre de minimum 20%, mais 30, 40, 50%. Ce qui fait que ça vous redonne un pouvoir de consommer qui repasse en positif malgré la crise.
Et c'est ça qui change, au milieu de la crise, la vision de sortie de crise. Parce que si vous dites que tes produits-là sont distribués 30 ou 40% moins cher, vous avez perdu 20% de revenus, vous vous y retrouvez au niveau de votre pouvoir d'achat. Hein, je ne sais pas si vous me suivez. On va l'illustrer dans des produits plus récents. Alors, ce qui va naître aussi, c'est qu'on va avoir des services qui naissent au plus profond de la crise, mais comme ils sont très efficaces, ils vont prospérer après. McDo naît là, 15 cents pour l'hamburger. Je sais que l'hamburger, c'est les médecins qui ont dit on a le minimum, on a du pain avec des grains de machin, donc c'est du blé, comme le pain des Français. On a une tranche de viande qui est quand même pas à portée de tout le monde, plus un peu de légumes, et donc on est dans quelque chose où pour 15 cents, on ne peut pas faire plus bas. C'est un produit typiquement anti-crise, qui ensuite va continuer à prospérer, il va développer des choses, des Big Mac, choses. Mais on sera reparti de quelque chose vendu en des dizaines de millions d'exemplaires, et on rebâtira la valeur à partir d'un concept de base qui, lui, n'a pas changé. Auberge jeunesse, aussi, comment pouvoir continuer à se loger, etc., alors qu'on n'a plus les moyens, qu'il peut y avoir un hôtel, on crée les auberges jeunesse. Laverie automatique, vous voyez là, machine à laver, c'est fondamental, parce que sinon, c'était généralement les femmes qui lavaient, ça voulait dire une journée par semaine minimum pour passer le temps, emmener et revenir. Donc là, comme on ne peut pas s'acheter la machine, qui est quand même relativement coûteuse, pour tout le monde peut pas, même si elle continue à se vendre, ce n'est pas encore des taux de pénétration à 90%. Et donc les gens vont utiliser la machine à laver à proximité. Et aux États-Unis, ça restera encore aujourd'hui, on a un taux de pénétration de la machine à laver qui est de l'ordre de 85%. C'est-à-dire qu'on a 15% des gens qui utilisent les laveries, qui sont devenus quelque chose qui fait partie de la vie. Nous, il y en a aussi, il y en a qui ont réouvert, naturellement, puisqu'on est en période de crise, où les gens vont faire le lessive les uns chez les autres par les sites de rencontres, ou les sites d'échange, d'économie du partage. La station-service épicerie, typique. C'est-à-dire qu'il y a baisse du trafic automobile, le coût de l'essence est cher, une station-service n'arrive plus à vivre de la seule vente d'essence, on lui donne l'autorisation de faire de l'épicerie. C'est resté aujourd'hui, il n'y a pas une station-service qui vit sans le paquet qu'il y a derrière au niveau de l'épicerie, on peut vous dire. Parce qu'ils battent à la marge sur le point. Le supermarché libre-service qui permet de diminuer le coût du produit, parce qu'en fait, les magasins sont un peu désertés. On dit on a deux vendeurs et ça, c'est ce qui fait le coût avec le point. Donc on fait libre-service, vous allez dans le magasin et vous n'êtes pas servi. Enfin, on vous met les choses disponibles et vous venez à la caisse, ce qui va réduire le coût. Ça va rester aussi. C'est-à-dire que les concepts qui naissent là, sous la contrainte, il y a ceux qui vont être capables de le faire bien, ils vont monter pendant la crise, donc ils vont avoir une croissance, alors que les autres disent « on attend la fin de la crise pour que ça reprenne ». Ils sortent en très bonne santé de la crise et ils continuent leur modèle. Ils naissent en fait pendant la crise. La Croix-Rouge, qui est aussi dans période de crise, pas celle-ci mais précédente, c'est pas la crise de 29, mais là c'est un slide où j'en ai qui ne sont pas que liés à la crise de 29, qui va aussi connaître une expansion. On aura d'ailleurs on fera une séance avec la Croix-Rouge, nos amis qui sont là pour montrer ce que c'est que l'innovation dans une structure de cette nature qui reste tout le temps à la pointe mondiale dans leur domaine.